Bonjour, je suis Axel Lebus, président de la CS de Lyon. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la CS de Lyon, webinaire à votre destination exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention contre l'alcool avec le docteur Pierre Choisson, ancien médecin du travail des industries électriques et gazières. Donc, sans attendre, je laisse la parole au docteur Choisson et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce nouveau webinaire de la CS de Lyon, des rendez-vous de la CS de Lyon, avec le docteur Pierre Choisson, que je vais laisser se représenter encore tout à l'heure, mais que vous connaissez déjà pas mal. Le sujet n'est pas forcément très vendeur, hein, la prévention contre l'alcool. Peut-être certains se disent moi je vais pas me connecter parce qu'on va croire que. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas connectés, ils pourront voir le replay de notre webinaire sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous aurez le lien sur le site internet de la CAS pour vous connecter à ce replay. Et vous aurez aussi le lien via Facebook. Voilà. Donc, sans attendre, je vais laisser le docteur Pierre Choisson se présenter et ensuite on partagera le petit diaporama qui a été prévu à l'effet de ce webinaire. Voilà. Pierre, on t'écoute. Merci Axel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente brièvement pour ceux qui ne m'auraient pas connu. J'ai eu le bonheur d'être pendant plus de 30 ans médecin du travail d'agent EDF et CNR de Lyon, jusque dans les années 2010. Et maintenant, c'est la retraite, c'est quand même un moment très agréable. Alors, franchement, le sujet de prévention alcool est pas vraiment vendeur. Mais je l'ai quand même proposé à Axel parce que je pense que c'est un sujet tout à fait tabou. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, vous et moi. C'est un sujet qui n'est abordé nulle part, même pas dans les émissions de santé. On commence à peine, vous l'avez peut-être vu, à lever le voile sur le tabou des maladies psychiatriques, mais l'alcool, on n'en parle pas. Or, comme par hasard, il y a un lien assez direct et dans les deux sens entre alcool et maladies psychiatriques. Plutôt que de vous faire peur en vous disant voilà ce qui va vous arriver et vous allez être dans les 50 000 morts par an, c'est pas ça la prévention. C'est plutôt de donner des clés, et c'est pour ça que l'intitulé des diapos s'appelle des 3 clés pour agir. Comment vous pouvez mieux connaître ce produit, mieux l'utiliser, et puis faire face peut-être à des situations où l'alcool est impliqué en essayant de réagir le mieux possible. 3 clés pour agir. En fait, un petit préambule. Pourquoi ce sujet? Je viens de vous le dire, parce que c'est un sujet tabou. Personne n'en parle. C'est pas du tout vendeur, hein. Même dans les magazines spécialisés santé, clairement, on ne l'évoque pas. Et puis, il faut rappeler en deuxième titre que les boissons alcoolisées font partie des plaisirs de la vie. Et qu'il faut, pourquoi pas en consommer, mais en sachant le faire. Ça reste un plaisir de la vie, hein, les boissons alcoolisées. Je suis depuis plus de 40 ans membre des jurés dégustateurs du Grand Concours des vins de Mâcon, par exemple. C'est un plaisir de goûter des bons vins, mais justement, alors ce jour-là on les recrache tous, bien sûr, mais même ça fait partie des plaisirs de la vie. Alors on va aborder 3 thèmes, des 3 clés. Je vais vous parler du triple effet qui se coule, on verra ce que c'est, de l'alcool MST, ah oui, tiens, c'est bizarre, et puis un petit peu après, parce que c'est vrai qu'on l'a tous croisé un jour ou l'autre, vous expliquer le phénomène du déni. Alors, le triple effet qui se coule. En fait, le produit
l'alcool, c'est un produit 3 en 1. Comme vous savez, les capsules de lave-vaisselle, là, 3 en 1. Et que vous le consommiez de manière occasionnelle ou pas, vous avez les 3 niveaux de ce produit. On va les détailler un petit peu. En fait, c'est d'abord, et on reviendra un petit peu en détail après, c'est d'abord un aliment, oui, c'est un aliment qu'on consomme au cours des repas, qu'on consomme entre amis, à l'apéritif ou autre. Il est hypercalorique. Et ça, on ne le sait pas toujours parce que c'est jamais marqué sur les bouteilles de vin et d'alcool. Le deuxième niveau, c'est un médicament, et on reviendra sur ce thème, médicament psychotrope, puissant. Et le troisième niveau... Alors, psychotrope, tu peux rappeler... Oui, alors, mais je vais redétailler tout ça après, dans les 3 paragraphes. Et c'est enfin, mais c'est le même produit, c'est une drogue morphinique puissante. Vous ne pouvez pas aller chez votre épicier en disant « Bonjour, aujourd'hui, je voudrais du niveau 1 » ou « Ah bah tiens, aujourd'hui, oui, j'ai un petit peu besoin du niveau 2, donnez-moi du niveau 2 ». Non. Quelle que soit la quantité que vous consommiez à l'occasion, c'est les 3 effets que vous avez toujours dans le même produit. On détaille un petit peu. Alors, l'aliment hypercalorique, eh bien, en fait, ce n'est pas toujours évident à connaître, même si tous les régimes amaigrissants vous disent « arrêtez l'alcool ». En fait, je pense qu'il y a, sans être complotiste, il y a un effet des lobbyistes, des alcooliers. Les calories ne sont quasiment jamais mentionnées sur les bouteilles d'alcool, alors que c'est un aliment qu'on consomme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 100 calories par verre. Alors, pour du vin, par exemple. Par verre de vin, par verre de pastis si on n'a pas promis de pastis, par verre de vodka si on n'a pas rempli jusqu'au bord. Ça, peu importe le titre calorique, la bière aussi fait partie des boissons alcoolisées. 100 calories, ça vous parle peut-être pas, c'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre quand même. Ah oui. Alors, je vais vous donner un petit devoir à faire à domicile. La prochaine fois que vous êtes invité chez des amis, dans votre tête, chaque fois que vous prendrez un verre d'alcool, vous notez dans votre tête le nombre de morceaux de sucre que ça représente. Faites le compte au bout du repas. Ouf. C'est impressionnant les calories. Et c'est des calories qui se stockent. Ce n'est pas des calories qu'on brûle facilement en fait. L'alcool, si vous voulez, c'est quasiment 2 fois plus calorique que le sucre. C'est presque 8 calories par gramme, alors que le sucre n'en fait que 4. Alors, franchement, il n'y aurait que cet effet-là, on n'en parlerait pas trop, on en parlerait plutôt dans les stages de diététique. Le niveau 2 qui va apparaître, là maintenant, ça, je vous rappelle que c'est toujours le même produit, et les frontières entre le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 sont complètement perméables. Il n'y a pas une alarme qui retentit et qui vous dit, vous êtes, attention, vous rentrez en zone 2, faites demi-tour dès que possible, comme il y a sur le GPS. Non. C'est un médicament psychotrope puissant. Psychotrope, ça veut dire qu'il agit sur le cerveau. Et très très rapidement après la consommation, parce qu'il traverse la barrière de l'estomac, contrairement à beaucoup d'aliments qui vont devoir aller jusqu'à l'intestin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est merveilleux ce produit. Il a tous les effets qu'on veut. Et en plus, alors, il n'a qu'un inconvénient, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sinon, c'est un anxiolytique puissant, c'est un euphorisant, c'est un antidépresseur, c'est un désinhibiteur. Alors là, on commence déjà à être dans la zone grise de l'alcool. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on désinhibe? Si c'est pour rigoler, pour plaisanter, lors d'une soirée, mettre de l'ambiance, c'est très bien de se désinhiber. Sauf que on peut désinhiber ou peut être désinhibé des choses terribles. Un tiers des crimes sont commis sous alcool quand même. Un tiers. En fait, ça désinhibe l'alcool au volant, par exemple. On va doubler, alors que si on était à jeun, on ne doublerait pas. Et c'est comme ça qu'on explique une bonne partie des accidents au volant. C'est aussi un somnifère, on s'endort quand on a bu trop. Voilà. Donc, il faut bien voir que sans s'en rendre compte, certaines personnes qui ne sont pas très bien dans leur tête, qui ont des bobos à l'âme, ou qui traversent des situations difficiles, vont croiser cette molécule, parce que l'alcool il est en vente libre, tout le monde en a, partout, et sans se rendre compte, vont se soigner avec ça, vont s'automédiquer. Je me souviens d'un agent, il me disait, docteur, je rentre chez moi, je me prends 2 whisky.
Et après, je me dis, ras-le-bol de ces cons-là. Il me disait, alors je sais pas qui étaient les cons, sans doute le chef, les collègues, enfin tout le monde, mais il avait besoin de ce whisky le soir quand il rentrait chez lui, quoi, pour se détendre. Et ça, vous verrez après qu'effectivement, ça devient dangereux parce que le niveau 3 est tout proche. On a Niveau 3. le niveau 3. Allez, niveau 3. Allez, hop. Voilà. C'est une drogue morphinique. Morphinique parce qu'elle va prendre la place dans le cerveau des morphines, vous savez, qu'on fabrique naturellement, qu'on appelle les endorphines. Vous le savez sans doute, vous et moi, on fabrique tous les jours des morphines dans notre cerveau. Sinon, la vie serait un enfer. On aurait mal partout, ça serait... Et donc, l'alcool va remplacer ces morphines, et donc les gens vont être dépendants de ces morphines naturelles, vont être dépendants de cette molécule extérieure. Et la synthèse des morphines naturelles va s'arrêter. Il n'y a plus besoin. Et oui. Ah oui. Alors, ah oui, on estime... Alors on ne dit plus alcoolique, vous savez, pour les personnes alcoolodépendantes, parce qu'alcoolique, c'est une injure. On dit les personnes, hommes ou femmes, alcoolodépendantes. On estime, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de vérifier, bien évidemment, qu'il y aurait à peu près 2 millions de personnes en France alcoolodépendantes. Hommes et femmes. Mesdames, vous êtes en train de nous rattraper. C'était plutôt le privilège des hommes, l'alcoolodépendance, et les modes de vie changeant, il y a de plus en plus d'alcoolodépendance féminine. Ah, c'est l'égalité homme-femme, c'est normal. Hein. C'est un des, hélas, un des effets secondaires, oui, peut-être, du changement des comportements. Alors, la dépendance, figurez-vous qu'il n'y a pas d'analyse de laboratoire, de prise de sang, de prélèvement quelconque, qui permettent de vous dire, ben oui, vous êtes dépendant, et non, vous, madame, vous n'êtes pas dépendante. Non, 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 non. Ça serait pas mal, hein, si on pouvait tester. Ah oui. Ça serait pas mal. Ça serait Eh ben non, ça n'existe pas parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, je vous ai mis sur la diapo, comment peut-on savoir si on est dépendant? Alors, la diapo suivante, il y a 2 manières principales. S'arrêter quelques jours de consommer toute boisson alcoolisée, vin, bière et tout, pendant 2-3 jours, et observer cette période de 3 jours. C'est ce qu'on appelle le test de sevrage. Si pendant ces 3 jours, franchement, vous n'êtes pas plus angoissé que d'habitude, vous n'êtes pas plus pénible que d'habitude, bon, même si vous l'êtes au départ, hein, on est bien d'accord. Je ne cite personne. Je ne cite personne. Si vous n'avez pas d'insomnie plus que d'habitude, si vous n'êtes pas à trembler, enfin, à être très très mal, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas dépendant, tout simplement. Attention, ça ne veut pas forcément dire que votre consommation d'alcool moyenne n'est pas excessive pour votre santé. Ça, c'est autre chose. Et il y a un test encore plus facile. Vous allez taper sur votre moteur Google, c'est un petit test, un petit questionnaire, hein, en 4 questions toutes bêtes, qui s'appelle DETA, le test d'État. Vous voyez que c'est 4 questions toutes simples auxquelles on va vous demander de répondre oui ou non. Pas, il faut que j'en parle à mon épouse, tiens, non, je sais pas, je vais demander. Non, non, très franchement, faites-le tranquille devant votre écran, ne le faites pas à l'apéritif avec des copains, ça surtout pas. Il ne concerne que vous. En fait, DETA, vous le voyez dans les petites lignes qui suivent, ce sont les initiales des mots clés. 4 questions toutes simples. Hein. Avez-vous déjà songé à diminuer l'alcool? Oui, non. Le E de entourage. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques à propos de votre consommation d'alcool? Ah oui, tiens, l'autre jour, il y a un copain, il m'a dit, t'as pas l'impression de boire un peu trop? Je lui ai juste répondu, non, pas plus que toi. Mais quand même, il m'avait fait une remarque. C'est pas facile, hein, de faire des remarques à ses amis, ses collègues de travail, sa famille, en disant, tu crois pas qu'il faudrait te calmer? Compliqué, hein. Le T, c'est un peu redondant avec la question numéro 1. Vous êtes-vous déjà dit que vous buviez trop? Ah oui. Oh là, il faudrait peut-être que je me calme quand même. Là j'ai un peu forcé. Là, j'ai un peu mal aux cheveux, comme on dit. Et puis, dernière question, le A de alcool dès le matin. Avez-vous besoin d'alcool dès le matin pour vous sentir en forme? Dans un séminaire de préparation à la retraite qu'on avait animé il y a quelques années de ça, un agent avait dit le matin, ça va jusqu'à quelle heure? Il commençait à réfléchir dans sa tête. Le matin, par définition, ça va jusqu'au repas de midi. Hein.
Oui, avez-vous besoin d'alcool dès le matin, quoi, hein, pour être moins mal. C'est pas pour être mieux, hein, que les gens consomment de l'alcool, c'est pour être moins mal. Alors, sur ces 4 questions, toutes bêtes, hein, si vous répondez oui à 2 questions sur les 4, il n'est pas impossible que vous commenciez à rentrer dans une sorte de dépendance à l'alcool. Peut-être pas terrible au début, mais en tout cas, quelque chose est sans doute en train de se passer. Mais la 4e... Alors oui, la 4e, elle est déjà un petit peu avancée. C'est importante, celle-là. Bien sûr. On ne répondrait que à celle-là. Sans avoir besoin d'alcool dès le matin, oui. On peut déjà se dire, il faudrait que je baisse un peu. Ou des collègues m'ont dit, oh là là, tu trouves pas que tu appuies un peu là? Ça veut dire qu'on commence à avoir un souci avec l'alcool. Donc, à ce moment-là, on ne le claironne jamais, hein, c'est toujours très discret, on est toujours très discret. Hein. Il faut aller voir votre généraliste, il va tomber des nues, hein, parce que des clients qui viennent lui dire « Docteur, j'ai un problème avec l'alcool, il faudrait m'aider à m'arrêter », ils n'en voient pas beaucoup dans une année, hein, je ne pense pas. Ce tabou dont on parlait tout à l'heure, il vise aussi les généralistes. Hein. Tout le monde n'ose pas parler d'alcool. Rares sont les généralistes qui osent questionner leurs patients en disant « Avez-vous une consommation régulière d'alcool ?» Le tabac, on en parle un petit peu plus. Hein. Ah oui, le tabac, oui. Donc, vous voyez, la dépendance. Hein. Est-ce que, j'aurais pas un petit souci quand même qui démarrait avec l'alcool? Alors, on a dit les 3 effets qui se coulent. Hein. Hypercalorique, médicaments psychotropes, et puis drogue, morphinique. Le deuxième problème qu'on va aborder, l'alcool MST. Alors, vous savez ce que c'est que les MST, hein. Je ne vous fais pas un schéma, je n'ai pas amené de croquis. D'ailleurs, on ne dit plus MST, d'ailleurs maintenant, on dit IST, alors qu'avant on disait MST, maladie sexuellement transmissible. Maintenant on dit infection sexuellement transmissible, pour que ça parle un peu plus. Bon, l'alcool n'est pas sexuellement transmissible. Le S de MST, c'est une maladie socialement transmissible. Non mais, hélas, oui. On le verra après, on est tous acteurs de cette transmission sociale, sans le vouloir parfois. Hein. Il y a une pression sociale qui est énorme. En France, c'est notre culture, hein, on aime bien boire du vin et puis des boissons alcoolisées. Le non-buveur ou la non-buveuse est un peu un paria, un peu un emmerdeur, quoi. Hein, un triste cire. Ah ouais, il boit rien, lui. Oh bah oui, c'est pas étonnant, t'as vu la tête qu'il a. Donc, il y a une pression très forte, y compris professionnelle, hein, d'entraînement à consommer de l'alcool ensemble. Allez, viens boire un coup, allez, arrête de faire la gueule, viens donc. Ça peut aller jusqu'à être mortifère, cette pression. J'ai connu un agent qui était un cuisinier du restaurant Pardieu. Il était alcoolodépendant au dernier degré, il sucrait les frites. Oui, pour dire qu'il n'était vraiment pas dans son état normal, en plein service. Alors, le gérant de la cantine voyait bien que c'était compliqué, il l'avait mis en back-office quand même, pour éviter que ça se voit trop. Alors, il était la risée de tous les collègues, bien évidemment. Hein. À force d'en discuter avec lui, il s'arrête de boire. Michel, je lui donnerai juste son prénom, Michel. Chapeau, il avait la quarantaine, hein, pas plus. Hein. Les autres collègues, qui étaient des consommateurs, on va dire, joyeux, ont trouvé ça scandaleux qu'il s'arrête de boire. Et ils ont tout fait pour qu'il reprenne la boisson. Il a craqué, il a repris, il s'est pendu et il est mort. Il s'est suicidé. Pour dire que cette pression sociale, elle peut aller jusqu'à être mortifère. Mais, oui, mais on ne voulait pas que... Oui, bien sûr. On ne se rend pas compte qu'en fait, on est tous des transmetteurs de cette maladie socialement transmissible, en puissance, sans forcément voir à mal. Hein. Par exemple, vous invitez des amis à l'apéritif, vous proposez alcool ou alcool, et bien sans le savoir, et sans le faire franchement exprès, vous êtes un transmetteur de cette maladie parce que vous n'aurez pas proposé à vos invités une boisson non alcoolisée. Et puis si un jour, un de vos collègues vous dit « oui, tiens, donne-moi un jus d'orange », allez pas lui dire « mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? D'habitude, tu prends un rosé, qu'est-ce que tu nous fais? T'es malade ?» Respectez le choix. C'est dur, hein, c'est dur. Vous comme moi, on a croisé des gens qui se sont arrêtés de fumer. Oui. Ceux-là en parlent ouvertement. Hein. Ah oui, et puis on les félicite. D'ailleurs, ils sont très heureux de le dire. T'as vu, je me suis arrêté, t'as vu. On les félicite, ceux-là. On les félicite, ils s'auto-félicitent. Oui. Est-ce que, franchement, vous avez croisé beaucoup de gens qui vous disent « ça y est, j'ai arrêté de boire ». Ils rasent les murs.
Et il leur faut toute la diplomatie pour refuser un verre. Hein. Donc n'insistez pas. Moi, je conseillais à ces anciens buveurs qui avaient arrêté, qui me disaient « Mais comment je fais quand on me harcèle ?» Je leur disais, c'est pour ça que je l'ai marqué dans la diapo, mentez élégamment s'il le faut. Dites « J'ai un traitement. » Au hasard, bah tiens, j'ai un traitement pour la tension. Hein, c'est tellement banal d'avoir un traitement pour la tension. Mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas que je touche l'alcool. Et là, à partir du moment où il y avait un motif, les autres se calmaient. C'est fou, hein, qu'on soit obligé de mentir pour justifier son acte, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est l'alcool MST. Alors, donc les trois clés, hein, on a parlé du triple effet qui se coule, de l'alcool MST, le déni. Alors, le déni, franchement, vous allez observer ça, vous l'avez sans doute croisé, on va en reparler un peu en détail, chez des gens qui ont un vrai souci d'alcool, de consommation d'alcool, perso, mais qui ne s'en rendent absolument pas compte. Ils nient la situation. Ce n'est pas du tout volontaire. Hein. Les psychiatres expliquent ça par une démarche involontaire. La vérité serait si difficile à admettre que je ne la vois pas. Je ne veux pas la voir. Et à quiconque viendra me dire « Mais dis donc, t'as pas un souci avec l'alcool ?» Je lui dirai « Pas du tout, ça va très bien. Occupe-toi de tes oignons, hein, ou tu bois autant que moi. » Et vous dites, mais il me prend pour une bille, je le vois, il est saoul comme un cochon. Non. Je me souviens, un cuisinier encore. Alors, ça, c'était il y a très longtemps. Mais c'était une profession à risque. Ils avaient l'alcool, il y avait les traditions. Hein. À 10h le matin, les hommes, les femmes, c'était une sous-espèce en cuisine. Hein. Les hommes buvaient tous le blanc en cuisine. Et malheur à celui qui ne buvait pas le blanc avec les autres. Ce cuisinier arrive, il était 14h à sa visite annuelle, saoul comme un cochon. Je le questionne innocemment en disant « Et alors, votre consommation d'alcool ?»« Rien, docteur, rien. » Et là, ça faisait des années que je le connaissais, là j'ai un peu pété un câble, j'ai dit « Écoutez, maintenant ça suffit. Il y a un labo d'analyse médicale en bas, là, en face du service. On va faire une alcoolémie en urgence et vous revenez me voir avec le résultat. » Il avait plus de 2 grammes quand même, le gars. Mais il était étonné. Tout juste s'il ne disait pas, mais qui m'a mis de l'alcool dans le sang, docteur? Non, non. Donc ce déni, vous ne pourrez pas chercher à le forcer en disant, écoute, je vois bien que tu bois, arrête de me dire des conneries. Ça ne marche pas. Vous ne ferez que renforcer le verrouillage. C'est compliqué, hein. Vous avez dû croiser dans votre vie, ou des amis, ou des gens de votre famille, ou des collègues de travail qui sont alcoolodépendants manifestement. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Eh bien, il ne faut surtout pas essayer de leur dire, il faut que tu t'arrêtes de boire, parce qu'il va vous dire, mais ça va très bien, je te remercie. Pour vous dire la force de ce déni, moi j'ai rencontré des agents, dans des départs en retraite ou autres, qui me disaient le verre à la main, alors que j'avais discuté de leur alcoolodépendance, hein, avant avec eux, on avait pu en discuter, me disant le verre à la main, j'ai arrêté de boire, docteur. Et je leur disais, mais c'est quoi ça? Oh, mais ça c'est rien. Et on pourrait se dire, il me prend pour une pomme. Non, non. En fait, c'est tellement fort, ce déni, vous ne pourrez pas le casser. Il faut plutôt parler réalité. Ça, c'est un problème. J'aidais les managers à essayer de résoudre ce problème quand ils avaient une personne, homme ou femme, alcoolodépendant dans leurs équipes. C'est pas facile à gérer, hein. Ni pour les collègues, ni pour les managers. Il faut pas leur parler alcool, il faut peut-être leur parler un peu santé, et puis leur parler travail, surtout. Pourquoi tu n'as pas fait ce travail? Pourquoi tu n'étais pas là ce matin? Ils ont toujours les meilleures explications du monde, hein, les alcoolodépendants. L'alcoolodépendance, c'est vraiment une catastrophe. Hein, vous l'avez peut-être approché dans votre vie. Ça détruit non seulement l'individu, mais ça détruit tout autour. Sa famille, ses finances éventuellement, son job. Donc c'est un vrai souci social, l'alcoolodépendance. Alors que le tabac est plutôt un souci sanitaire, bon, il y a le tabagisme passif, mais quand même, l'alcool, c'est à la fois un problème sanitaire et social. Et social et psychologique, parce que, je vous le disais tout à l'heure, dans le niveau 2, là, le médicament psychotrope, ces gens qui s'automédiquent, c'est qu'ils ont des bobos à l'âme. Hein. Si on ne soigne pas les bobos, ben, ils replongeront de toute façon. Hein. Voilà pourquoi j'ai voulu vous faire mieux connaître ce produit, qui est un produit sympathique, hein, et ses risques éventuels,
pour qu'on puisse, vous et moi, rester sur une consommation plutôt plaisir partagé souvent, hein, c'est plutôt très agréable, et plutôt occasionnel. Hein, voilà. Oui, parce que du coup, on n'est pas obligé d'arrêter complètement. Non, parce que dans l'esprit, on se dit quelquefois, si je veux plus être tenté de boire, il faut que je boive plus du tout. Alors ça, c'est valable pour les alcoolodépendants purs et durs qui ont pu suivre des cures de désintoxication. Ouais. Il y a un phénomène terrible, si vous voulez, le logiciel alcool reste dans le cerveau. Comme les anciens fumeurs ont le logiciel tabac qui reste dans le disque dur, dans le cerveau là. Et si on reconsomme, moi j'appelle ça cliquer sur l'icône, ça rouvre tout et on fait des récidives là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens, les alcoolodépendants qui ont pu être sevrés, reconsomment. Oui. Ça c'est des gens qui ont été suivis, traités et guéris normalement. Hein. Voilà. On reste alcoolodépendant, hélas, en puissance toute sa vie. C'est dur pour ces gens-là, notamment quand ils habitent en France. Hein. C'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Le pays du vin, bien sûr. Ben, bien sûr. Le docteur François Gonnet, vous l'avez peut-être croisé pour certains, il faisait dans les années 90-2000 des conférences. Il est alcoologue, enfin il est en retraite maintenant. Il était alcoologue au centre Mutualiste Sévigné. Il avait une très belle formule. Il disait la prévention alcool, c'est comme la prévention routière. Ah bon ? La prévention routière, elle ne dit pas il faut arrêter d'avoir des voitures. Non, elle dit on n'est pas contre les voitures, il faut simplement apprendre aux gens à piloter leur voiture dans le trafic, à savoir se comporter. Et il avait cette belle formule, il disait la prévention alcool, c'est tout simplement il faut apprendre aux gens à piloter leur véhicule alcool. Voilà. Hein, c'est pas interdit de piloter, mais sachez qu'en pilotant, il y a une certaine prudence à observer pour vous et pour les autres. C'est clairement un sujet dont personne n'a bien envie de parler, en fait. C'est pour ça que j'ai forcé la main à Axel en disant il faut en parler. Alors, on a des mains qui se lèvent. Alors, on a Vesna qui a levé la main. Donc. Oui, merci docteur pour cette présentation. C'était très clair et très intéressant. Moi, j'avais une petite question par rapport au Dry January. Connaître votre opinion par rapport à ce mouvement qui existe en France depuis quelques années et justement qui permet, enfin en tout cas moi je le prends comme ça, le Dry January. En fait, c'est pendant tout le mois de janvier, on ne consomme pas du tout d'alcool. Voilà. C'est un mouvement qui vient d'Angleterre et qui permet justement de prendre du recul par rapport à sa consommation d'alcool et de s'interroger soi-même. Et de pouvoir en tirer des conclusions ou non. Donc je voulais connaître votre opinion par rapport à ce mouvement. Alors, merci Vesna. Merci de votre question. Pour tout vous dire, j'y suis très favorable et je le pratique sur moi-même. Et avec les conséquences que ça a, encore en janvier dernier, j'étais invité chez des amis. Mon collègue, mon ami Pierre, il porte le même prénom que moi, bon c'est comme ça. Quand je lui ai dit, écoute, je ne boirai pas d'alcool, ce soir, je fais le Dry January, la réponse, pourtant on se connaît depuis longtemps, tu trouves toujours un truc pour te rendre intéressant, arrête de nous faire chier. Non mais, direct, hein, voyez. Et pourtant je le fais, donc j'ai pas cédé, parce que c'était stupide. Mais ça c'est la pression sociale pure et dure. L'intérêt de tenir un mois, oui, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas buveur excessif à partir du 1er février hein, et qu'on reprend les bonnes habitudes. Mais au moins, et puis l'organisme a eu le temps, et le foie notamment, puisque c'est le foie surtout qui travaille dans ces cas-là, a eu le temps de se régénérer un petit peu quand même. Oui. Et autre avantage du Dry January après les fêtes de Noël, il permet, comme c'est hypercalorique l'alcool, il permet souvent de perdre un peu de poids. 1 à 2 kilos quand tout se passe bien. Hein, que du bonheur. Donc, vous voyez, je suis tout à fait favorable, mais il y a encore plein de réticences. Hein, plein de réticences. Donc, moi, je suis Michel, je suis infirmier en santé au travail à RTE. Donc, je travaille actuellement sur les conduites addictives. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu suivre un petit peu le webinaire. Et je voulais poser la question au docteur, savoir qu'est-ce qu'il pensait de la politique zéro consommation d'alcool sur le lieu de travail. Alors, déjà, je salue RTE,
puisque vous ne le savez peut-être pas, je ne l'ai pas mentionné, j'ai été médecin pendant plus de 30 ans de RTE. Si, j'ai entendu. Voilà, et en particulier, je me suis occupé des champs électromagnétiques, mais ça, c'est hors question. Alors, zéro alcool sur lieu de travail, ben, figurez-vous que c'est tout simplement le respect de la loi et d'un décret qui date de 1913, qui dit qu'il est interdit de consommer et d'introduire sur le lieu de travail toute boisson alcoolisée. Alors, le décret datant de 1913, c'est autre que le vin, le cidre, le poiré et l'hydromel, non additionné d'alcool. Ça, c'est clairement le niveau de base. Normalement, il n'y a pas d'alcool sur le lieu de travail. Au point que, il y avait une jurisprudence en 1980, dans les années 80, un agent d'un groupement hydraulique de Valence, dans la Drôme, s'était tué au volant en rentrant d'un pot qui avait été organisé dans l'entreprise. Vous savez que quand vous tuez au volant et que vous êtes alcoolisé, les assurances se retirent, ne remboursent rien. Et l'assurance IDCP avait fait de même, en disant à la veuve, « Madame, votre mari était sous l'emprise de l'alcool quand il est mort. » Et donc la veuve s'était retournée contre EDF en disant « Vous l'avez fait boire sur le lieu de travail, c'était interdit, veuillez me verser les indemnités. » EDF s'en est sorti par les cheveux parce qu'il a été prouvé que finalement, c'était très jésuite cette affaire, c'était pas sur le lieu de travail, mais dans le local de la CAS voisin. Et puis surtout, surtout qu'il s'était arrêté en route dans un bistrot pour continuer à s'alcooliser. Et donc la veuve a été déboutée. Mais oui, vous savez peut-être que dans le secteur nucléaire à EDF existe une circulaire qui s'appelle ironiquement l'ADI 120. Alors c'est pas SANS plus loin VIN, c'est 120, le chiffre 120. Qui interdit sur le site nucléaire toute introduction de boissons alcoolisées et qui autorise les contrôles d'alcoolémie par la direction sur le site. C'est très bien, mais malgré ça, on sait bien qu'un alcoolodépendant se démerdera toujours pour introduire. Mais c'est vrai qu'il faut éviter sur le lieu de travail et puis en tout cas toujours proposer le choix, c'est évident. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, c'est Thierry. Donc, moi, je suis malade alcoolique. Donc, j'ai décidé de me faire soigner. Ça fait 5 ans que je suis allé en parler avec mon médecin généraliste. Et donc, je pensais que ça allait se soigner rapidement, même petite qu'un rhume. Puisqu'il y avait, à l'époque, j'avais entendu parler du baclofène comme un médicament miracle. Mais bon, c'est pas ça, c'est très dur de se soigner. Et donc, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, j'avais vu un alcoologue qui m'avait dit que je pourrais maîtriser ma consommation. Et puis, bon, je suis allé de rechute en rechute, je ne suis pas arrivé. Donc maintenant, j'ai bien compris que je ne devais plus du tout toucher à l'alcool. Mais par contre, que c'est une maladie que j'aurai à vie, quoi. Et donc, voilà, moi, je me suis fait aider par les psychologues, par les alcooliques anonymes aussi. Oui, c'est très utile, très utile. Ça, on ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut vraiment en parler, il faut se faire aider. Et puis, c'est pas une maladie honteuse. C'est ça le problème, c'est que souvent, on considère ça comme une maladie honteuse. Et moi, le premier, quand avant d'être malade, quand je voyais des collègues qui buvaient, je disais, c'est honteux, c'est... Bien sûr, c'est toute la vision sociale, oui. Ils n'ont pas de volonté. Alors, c'est une question de volonté. On a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, on ne peut pas s'en sortir par la volonté, quoi. Au même titre qu'une maladie, qu'un cancer. Non, les yaka faucons, ça n'existe pas, hein, c'est clair. Donc, votre témoignage, Thierry, c'est de dire « Je suis alcoolodépendant, mais j'ai réussi à m'en sortir ». Oui, il est en train de s'en sortir. Voilà. On n'en est jamais sorti. C'est très courageux de votre part. Alors, vraiment complètement sorti. On ne sort pas du logiciel. Par contre, on peut, à vie, avoir les moyens de neutraliser le logiciel. Mais le logiciel, effectivement, est hélas toujours dans votre tête. Et une consommation, pour peu qu'elle arrive de manière un petit peu subite, comme ça, peut redéclencher le processus d'alcoolodépendance, oui. Hélas, hein, parce on aimerait bien que ça soit gommé à vie, quoi, ou qu'on ait la liberté de consommer de temps en temps un petit peu, 1 ou 2 verres, tranquille, quoi, avec tout le monde.
Et c'est hélas pas comme ça que c'est possible. Maîtriser ses émotions par d'autres techniques, quoi. Alors, il faut être accompagné, et vous le faites, hein, vous le faites. Ce que je veux dire, c'est que ça reste vraiment un problème, l'alcool dans l'entreprise, quoi. Parce que moi, j'étais embauché en 2000. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, celui qui buvait, c'était considéré pour un homme, il devait boire, quoi. C'est un bonhomme, il boit, il fume. Et puis c'est vrai que dans le milieu technique, dès 10h du matin, c'était... C'est les milieux techniques qui sont plus exposés que d'autres culturellement, c'est vrai. Puis ceux qui voulaient pas d'alcool, on disait, je ne paye pas. Oui. Il n'était pas intégré. Clairement, c'est la pression sociale pure et dure, ça. Hein. Et les jeunes salariés en témoignaient, hein, dans l'entreprise. Hein. Mais ça reste encore vraiment... Oui, mais... Il y a de l'alcool... L'entreprise est le reflet de la société, hein, de toute façon. Hein. Bien sûr qu'il y a de l'alcool, hélas. En tout cas, merci Thierry pour témoignage courageux. ce témoignage. Merci beaucoup, c'est courageux d'avoir pris la parole. Bravo. Luc, je travaille à RTE aussi également, au centre de formation à jeune âge. Merci pour votre conférence, c'était très intéressant. Et moi, j'avais une question. Une personne qui est alcoolodépendante et qui souhaite faire la démarche d'aller voir le médecin. Je voulais avoir quelques informations sur les protocoles que le médecin met en place justement pour aider la personne. Alors après, je pense qu'il y a plusieurs degrés d'alcoolodépendance. Voilà. Mais quelqu'un, on va dire, qui prend conscience que il va un peu loin. Et quelles sont les premières démarches que le médecin peut mettre en place? Alors, le vrai alcoologue, et il y en a heureusement sur Lyon, merci Luc, va déjà s'interroger non seulement sur le produit, mais aussi sur les causes de la consommation. Est-ce que c'est une consommation purement sociale, comme vient d'en témoigner Thierry? Non, c'était pas Thierry. Ou est-ce que c'est une consommation sur des problèmes particuliers? Sur des problèmes particuliers qu'il va falloir aussi prendre en charge. Un mal-être, une dépression, que sais-je encore. Alors, bien évidemment, ça sera le boulot de l'alcoologue, ça sera d'estimer le type de dépendance et son intensité. On peut commencer, je pense que Thierry en a parlé tout à fait, par des produits qui ne donnent plus l'envie de boire. Je pense à un médicament comme le baclofène, qui marche plutôt pas mal, globalement. Mais, alors, si vous arrêtez le médicament, bien évidemment, vous allez avoir envie de boire. Mais ça ne résout pas le problème de fond, le baclofène. On peut aller après dans des groupes de parole. Les alcooliques anonymes en font partie. Amitié EDF, qui était une sorte de groupe de parole EDF national, je ne sais plus si ça existe. Et il y a effectivement, dans le bout du bout, il y a des centres de cure de désintoxication. On a la chance à Lyon d'avoir des centres assez proches. Alors, ironie du sort, il y en a un qui est à l'Étra, en plein Beaujolais. Très efficace, c'est des cures de 3 semaines. Mais bien évidemment qu'après ces cures de sevrage, où vous êtes hors sol, vous allez revenir dans la vraie vie familiale, la vraie vie. Alors si par exemple vous n'entendez pas avec votre conjoint, votre conjointe, ça va pas être simple. Vous allez revenir dans la vie professionnelle, donc vous retombez dans le grand bain, quoi. Il y en a un aussi qui est très bien, c'était la même boutique qui est au Chambon-sur-Lignon. Mais ça, les alcoologues connaissent très bien. On a la chance d'avoir des bonnes équipes à Lyon. Vous voyez que c'est progressif. Et ça, il faut le dire à Thierry qui a dû le vivre, la rechute est assez fréquente de ces cures d'arrêt de désintoxication, au point que les alcoologues disent parfois la rechute, ça fait partie du traitement. C'est-à-dire que le gars qui se sentait hors d'atteinte et protégé de tout, se rend compte qu'il se fait piéger comme un ballot, quoi, et qu'il retombe dans l'addiction. Et c'est qu'au bout d'un certain nombre d'arrêts et de rechutes que finalement on arrive parfois à un arrêt définitif. Mais c'est dur, c'est très dur. J'explique aux gens ce que c'est la dépendance. Je leur dis, voyez la dépendance alcool, c'est pas dire aux gars, allez, fais un effort, arrête-toi. Je leur dis, vous et moi, en ce moment, on est dépendants de l'oxygène. Ah oui, arrêtez-vous de respirer, puis dites à l'autre, oui, allez, fais un effort, arrête-toi de respirer. Vous allez vite voir que c'est pas possible. Vous allez rechuter, et reprendre votre dose d'oxygène. C'est du même ordre, c'est du même ordre. Nous arrivons au terme, alors je vais laisser la parole à Nathalie Robert, notre secrétaire générale, qui, ça sera la question de la fin, ou le mot de la fin, je ne sais pas ce qu'elle souhaite nous dire. Oui, moi c'était effectivement pour répondre, pour témoigner sur la question
du regard de la société. Hein. Je vis avec une personne qui ne boit pas d'alcool et je vis forcément avec quelqu'un qui n'est pas drôle. Quand on est à table, généralement, il ne boit pas parce que personne ne propose ni de l'eau ni de rien du tout quand on est entre adultes. Et rajouter à ça qu'aujourd'hui, en plus, il est devenu végétarien, on est en marge de la vie sociale. Oui, mais c'est, Nathalie, tout à fait vrai ce que tu dis là. Il fait le dry year, lui, c'est-à-dire que c'est toute l'année au sec, hein, et les gens ne comprennent pas. Hein. À la limite, il emmerde le monde, quoi. Oui, hein, c'est fou ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger ces propos et de voir que finalement on est tous responsables hein, dans nos agissements, de pouvoir proposer alcool et non-alcool et puis de veiller à ce que les gens aient de l'eau à boire dans un repas au minimum, hein, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bien, écoutez, il est 13h30. Je vais bien entendu remercier Pierre Choisson pour son intervention. C'est donc la 3e fois que Pierre intervient dans un de nos webinaires. Il y en a 2 autres sur En avant la retraite et la santé à la retraite. Donc je vous, si vous êtes proche de la retraite, ils sont en ligne si vous êtes en retraite, oui, ils sont tous. Ils sont tous en ligne sur notre chaîne YouTube. Il y en a maintenant, on doit être à une dizaine. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Le prochain webinaire, un notaire qui nous parlera de l'immobilier dans le neuf. Ce même notaire reviendra après, un peu plus tard, pour parler de la transmission de patrimoine. Et puis, Pierre, je pense qu'il sera encore disposé à venir nous parler un de ces prochains jours. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.